Bonjour à tous, ravi de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup Elodie Kezel de Signaux Faibles d'avoir accepté de participer à cet événement important, puisque on est ravi d'avoir un nombre de participants extrêmement élevé pour un webinaire assez spécifique. Et je suis vraiment ravi et heureux de pouvoir animer ce webinaire pour plein de raisons, mais parce qu'aussi il a une dimension sociale et une dimension économique. Et c'est ça qui est effectivement extrêmement intéressant. En dimension sociale et économique, pourquoi? Parce que c'est aussi un moyen de lutter contre le chômage. Je vous expliquerai ça effectivement un petit peu plus tard. Et on sait tout l'impact que peut avoir le chômage sur les drames humains, tant pour les employés qui effectivement perdent leur emploi que pour les dirigeants qui ont investi énormément de leur temps, de leur argent parfois. Donc c'est effectivement important de pouvoir les accompagner lorsqu'ils rencontrent des difficultés. C'est ce que vous faites et c'est effectivement un point qui est extrêmement important. Point logistique pour tout le monde, si vous voulez bien. Vous avez un chat, n'hésitez pas à poser des questions. On aura plaisir à répondre à ces questions en fin de webinaire, bien évidemment. Donc encore une fois, merci beaucoup Elodie d'être présent aujourd'hui. Vous vous qualifiez de intrapreneuse et Signaux Faibles, vous qualifiez de start-up d'État. Donc, pour quelqu'un d'un peu ignare sur ces sujets-là comme moi, est-ce que vous pouvez nous expliquer intrapreneuse, Signaux Faibles? C'est très intéressant. Bien, merci. Oui, bonjour à tous. C'est une posture assez atypique d'être intrapreneur dans l'administration. En l'occurrence, moi, je suis au sein du ministère de l'Économie, des Finances, de la relance, voilà, qui est aussi renommée aujourd'hui de la souveraineté industrielle et numérique. Mon objectif est de porter des politiques publiques innovantes et d'essayer d'innover au sein de l'État dans notre manière d'agir à l'égard des entreprises. C'est tout mon objectif que de proposer un service de qualité à nos usagers, et ici l'entreprise, avec ses salariés, avec son savoir-faire, avec toute sa chaîne de production et sa présence dans un bassin d'emploi qui dynamise voilà, tout un réseau. Donc l'objectif derrière Signaux Faibles, c'est de pouvoir détecter et accompagner les entreprises en difficulté. Notre objectif, il est une ambition collective, prévenir pour mieux guérir. C'est notre objectif initial. Pour ça, on a essayé d'appliquer une méthode innovante et de croiser les données, utiliser des profils atypiques dans l'administration, composés de développeurs, de data scientists, d'intrapreneurs comme moi, pour donc mobiliser les données, les savoir-faire et les ressources humaines de l'administration, notamment à travers le numérique, pour mener cette ambition collective, détecter, pour mieux accompagner. Et cette dynamique de type start-up vise à faciliter les collaborations au sein de l'État, de décloisonner des administrations qui ont tous en commun le E entreprise. On a la Direction générale des entreprises, on a aussi les finances publiques, on a aussi l'URSSAF, on a aussi la Banque de France, on a également le ministère du Travail, qui ont en commun cette ambition d'accompagner les entreprises. Donc on est une petite cellule, c'est pourquoi on aime à s'appeler start-up d'État, qui peut paraître être un oxymore, puisqu'on n'est absolument pas une entreprise privée, on n'est absolument pas une start-up au sens légal du terme. On est l'État, mais on est une petite cellule au sein de l'État qui travaille selon les techniques du Lean Startup, donc du Lean Management, du Lean Startup, et qui construit un produit numérique en s'inspirant des méthodes de construction de produits numériques de la Silicon Valley, des équipes de type startup qui existent aujourd'hui dans l'écosystème, c'est-à-dire trois étapes. On commence par identifier un problème, une forme d'indignation. Notre indignation est la suivante, on pourrait détecter les entreprises et les accompagner quand il est encore temps. On identifie un indigné, donc c'est l'intrapreneur qui se dit c'est pas possible, on ne peut pas laisser des entreprises qui ont un savoir-faire industriel, capital en France, péricliter trop vite ou solliciter l'État trop tardivement, alors qu'on a une myriade d'outils sur lesquels on pourrait intervenir, faciliter l'accès aux entreprises, les rendre intelligibles aussi, ces dispositifs qui sont parfois complexes, et du moins accompagner salariés et entreprises et dirigeants et différents membres de ces entreprises-là dans une perspective de rebond si, de toute façon, le business ou le marché est bouché, est mort, et on peut accompagner, muter avec eux et éviter des drames humains, économiques.
C'est tout à fait ce qu'on cherche à faire. Notre deuxième élément, c'est vraiment se dire, après cette indignation, après l'indigné qui porte, on mobilise tous les outils du numérique. C'est pour ça qu'on s'appelle aussi Startup d'État. On commence par créer une petite preuve de concept à travers des croisements de données, un premier modèle statistique, je reviendrai un petit peu dessus après. On cherche en tout cas à utiliser des méthodes très itératives on croise des données, on agit un peu mieux avec, on croise plus de données, on agit un peu mieux, encore mieux avec, et on capitalise sur ce qu'on apprend, on commence toujours tout petit et on améliore en continu. On a un mantra, c'est toujours se dire mieux vaut fait que parfait. Donc on commence par agir auprès d'entreprises qu'on a détectées d'une manière assez rudimentaire, avec des croisements de données de type Excel, et puis on va plus loin après en essayant de la data science, et puis on va plus loin en allant chercher des données ailleurs qu'au ministère de l'économie, et puis on va encore plus loin en allant chercher des données comme celles d'Altares qui viennent apporter un éclairage complémentaire à celui que nous avions avec des données État. D'accord. Ok, c'est vraiment. Alors, moi, je retiens effectivement beaucoup d'éléments start-up, digital, e-construction, data, data science, data scientist, data externe et data interne. Je trouve qu'effectivement, c'est extrêmement intéressant. La logique me paraît effectivement importante à ce niveau-là. Alors, si on doit reprendre la genèse de notre relation, ce qui a fait qu'effectivement vous êtes intéressé à nous, c'est par rapport à une spécificité du monde Altares, qui est la data de paiement et la donnée que nous appelons PELEX, index de paiement. Alors peut-être effectivement pour ceux qui sont un peu moins initiés, je vais me permettre un petit rappel de ce qu'est cette donnée et comment on arrive en fait à la construire. Et puis on reviendra vers vous si vous voulez bien, Élodie. Donc juste effectivement, alors Altares de Nebraska a construit cette information maintenant depuis assez longtemps, puisqu'en Europe elle est créée depuis 1984. Et en fait, on l'a tout de suite qualifiée de données à haute valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce que dans le marché de la data B2B, il s'agit d'une donnée qui effectivement a une fraîcheur extrêmement importante. C'est la donnée qui effectivement est la plus fraîche. Et ensuite, effectivement, parce que c'est une donnée qui est par nature, par construction, une donnée qui est hyper réactive et dynamique. Parce qu'en fait, il s'agit de chargements qui sont des chargements réguliers, constants. Donc, il y a une mise à jour qui est permanente. À l'inverse, même si la donnée financière est absolument pas à négliger, à l'inverse d'une donnée financière qui effectivement est une donnée qui est figée à un instant T et qui provient en termes d'analyse au bout de 7-8 mois. Et ensuite, c'est parce que ce sont des données qui sont issues je vois en même temps les questions, on répondra effectivement après aux questions, qui sont issues effectivement de comptabilité réelle de différentes entreprises. En termes de disponibilité, c'est aussi un point important, on y reviendra également. J'insiste sur peut-être le terme complémentarité, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important, parce qu'effectivement, une donnée en elle-même peut effectivement avoir un certain sens, mais le fait de l'interconnecter avec les autres informations, c'est également extrêmement important. Alors, si on devait la représenter rapidement, ce n'est pas l'objet du webinaire, mais juste effectivement une présentation telle que c'est fait sur une prestation qui s'appelle Increase. Vous voyez effectivement ici sur l'écran de gauche que la donnée s'exprime en nombre de jours de retard. Donc, on exprime effectivement l'entreprise paye avec 5 jours de retard, 10 jours de retard, 15 jours de retard. On peut effectivement pousser l'analyse avec ce qu'on appelle une fréquence de retard, c'est-à-dire qu'on va dire le nombre de fournisseurs qui sont payés avec un retard de plus de 30 jours ou plus de 90 jours. Ces seuils, vous les avez compris, ne sont pas non plus choisis au hasard. Ils correspondent effectivement à un certain sens. Et autre point également sur lequel nous faisons notre analyse, c'est la tendance. La tendance est extrêmement important de voir effectivement comment l'entreprise a évolué ces derniers temps, ou de manière globale, on peut parler du contexte. Vous savez qu'en France, on a des habitudes de paiement qui sont plutôt à 11 jours. On sait qu'à la suite de la sortie du premier confinement, on a eu une augmentation assez sensible des retards. On est revenu petit à petit à la normale jusqu'au mois de juin 2022. Ces derniers temps, on voit effectivement que les retards de paiement reprogressent de manière assez tranquille, j'allais dire, assez basse, mais il y a effectivement quand même à nouveau une progression au niveau des retards de paiement. Alors,
comment maintenant on capte cette information? Parce que c'est effectivement là le sujet, c'est bien effectivement de sortir un chiffre, mais il faut effectivement être en capacité de le comprendre. Je vous disais tout à l'heure que c'est une donnée qui est issue de la comptabilité client d'un certain nombre de partenaires. On a des partenaires qui ont accepté de nous transmettre de manière régulière, de manière mensuelle, en fait, leur comptabilité client. Alors, bien sûr, il y a des engagements assez stricts sur la confidentialité, vous imaginez bien, mais vous comprenez aussi que les entreprises qui acceptent de nous transmettre les données ne le font pas parce qu'on est juste sympathique, elles le font parce qu'ils ont aussi un intérêt, et cet intérêt, c'est l'analyse comparative de paiement. C'est quoi? C'est comment moi je suis payé de la part de mon client versus comment mon client paye les autres fournisseurs. Et pourquoi cette information est importante? C'est parce que ça permet de faire des choix en termes de stratégie de recouvrement, par exemple. Une entreprise qui nous paye mal, mais qui paye bien les autres, bon, on a peut-être effectivement juste, nous, un problème avec cette entreprise, un litige ou une contestation X ou Y. On peut aussi avoir les cas inverses, dans lesquels nous, on est bien payé, mais les autres sont mal payés, peut-être parce qu'on est fournisseur stratégique, privilégié, mais du coup, effectivement, on ne voit pas le risque financier. Et bien sûr, on peut avoir les cas où tout le monde est bien payé, tout le monde est mal payé. Voilà effectivement les différents cas d'usage qui font que nos partenaires sont partenaires et acceptent de nous transmettre les données de manière assez régulière. Alors en termes de chiffres, parce que c'est quelque chose d'important, dans le monde entier, nous avons 15 000 partenaires, 15 000 entreprises qui acceptent de nous transmettre de manière mensuelle leurs données. Donc c'est effectivement une volumétrie. En l'occurrence, on est effectivement dans le cas d'une information où la quantité vaut la qualité. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là, effectivement. On a des données qui sont présentes sur plus de 170 pays. Donc c'est vraiment cette couverture internationale qui est important. Et donc, on est capable de calculer un comportement de paiement sur 16 millions d'entreprises. Alors, si on prend le cas franco-français, nous avons une couverture quasi exhaustive pour toutes les entreprises de plus de 10 salariés. Et nous couvrons à peu près 850 000 entreprises sur lesquelles on a calculé un comportement de paiement. Et tout ça, c'est permis par plus de 2 milliards de transactions, de factures, en fait, qui arrivent. Dans 50 pays couverts directement, c'est parce qu'on a un bureau commercial pour ces partenariats-là dans 50 Voilà, effectivement, globalement, comment fonctionne la donnée comportement de paiement, comment elle est captée. Qu'est-ce qui fait effectivement sa force, hein? On parlait de réactivité, on parlait de fraîcheur. Donc, c'est effectivement les points qui vous ont intéressé, qui ont été intégrés dans les analyses faites par Signofem. Ce qui serait intéressant peut-être, c'est effectivement que vous puissiez évoquer avec nous quels sont les premiers résultats, la pertinence du modèle. On parlera peut-être dans un deuxième temps, effectivement, du futur à ce moment-là. Tel que vous le voyez aujourd'hui. Allez, très belle présentation. Effectivement, ces chiffres-là et ces types de présentation des données comportement en paiement nous ont beaucoup séduit dans l'équipe Signofem. Comme je vous le disais, avons une approche assez itérative et d'amélioration continue. Donc, le produit Signofem est né de croisement de données en Bourgogne-Franche-Comté, à notre disposition dans les services déconcentrés de l'État. À l'époque, on travaillait avec des données financières d'entreprise, avec des données d'activité partielle et, grâce à une collaboration avec l'URSSAF, de données d'impayés sur les cotisations URSSAF. Donc, ces différents signaux nous permettaient de définir des trajectoires d'entreprise qui entraient en défaillance sur nos échantillons historiques. Et on arrivait à repérer ainsi des tendances régulières sur les entreprises de la période 2015 à l'époque, donc, on a commencé 2017-2018. On a vraiment cherché, avec les données qu'on avait dans nos tiroirs chez nous à ce moment-là, de tirer des enseignements et des trajectoires d'entreprises à risque. Et depuis ces débuts, on a toujours regardé quelles autres données au sein de l'État pouvaient venir enrichir notre démarche, y compris dans le privé. C'est comme ça qu'on a, au fil de l'eau, noué une discussion et puis ensuite une collaboration plus approfondie avec Altares. Avant que j'aille jusque-là, et la manière dont on intègre ces données-là aujourd'hui dans le modèle, ça me permet de revenir un petit peu sur l'historique du projet, comme je disais, qui est né en Bourgogne-Franche-Comté, donc du constat qu'une action précoce auprès des entreprises accroît les chances de pérennité de celles-ci. Deuxième constat, si on intervient en amont,
on peut mobiliser davantage d'outils de financement, d'accompagnement, à même de soutenir l'activité, l'emploi, le tissu industriel. On est né aussi, et je suis toujours en poste, au service à l'industrie. Donc, on a forcément un prisme à l'égard des PME, notamment industrielles, qui sont souvent un peu plus isolées que les grands groupes, très bien accompagnés de conseils, de ressources humaines très, très, très informées des différents dispositifs et puis de perspectives de trajectoire pour le futur, de prospective. Les PME sont souvent très en prise avec le quotidien, font tenir leur boutique avec beaucoup de passion et parfois ont un peu moins le temps de lever la tête du guidon, de voir les perspectives ou d'analyser factuellement la situation de l'entreprise puisque le marché peut changer. Donc, un même chiffre ne peut pas dire tout à fait la même chose au fil des années. Et parfois, quand on est dirigeant, voilà, l'entreprise, c'est toute sa vie, c'est entendable. Et on a besoin, à un moment ou à un autre, d'un regard un peu extérieur. Et c'est ce qu'on a vraiment cherché à faire avec 3 grandes valeurs fondatrices de Signofep qu'on continue à avoir, donc je tiens à exprimer ici, puisque c'est aussi quelque chose qui se trace dans notre collaboration avec Altares. La première des valeurs, c'est qu'on mobilise les données à notre disposition de l'État, des organismes en charge d'une mission service public, d'autres acteurs qui ont cette dimension service public. C'est vraiment ce qui nous touche aussi dans la collaboration avec Altares, cette recherche de sens et d'usage de la donnée pour une action plus grande, qui est celle du dynamisme économique. On utilise aussi toutes les données qui sont en open data. On y est aussi très attaché. Et toutes données que nous, on met en qualité et qu'on exploite dans notre modèle et dans notre processus d'accompagnement d'entreprises en difficulté, si la loi et le règlement nous le permettent, parce qu'elles sont publiques, on cherche à les déverser dans le service public de la donnée, documenter et permettre donc à d'autres entreprises privées, à des associations, à des chercheurs de réutiliser cette donnée qui est du commun public, donc du service public. Ça, c'est une de nos grandes valeurs. La deuxième, c'est qu'on peut innover au sein d'une équipe autonome qui travaille directement avec ses utilisateurs. Nous, nos utilisateurs, ce sont les agents en charge des entreprises en difficulté. On itère avec eux et on le fait uniquement au bénéfice des entreprises. Donc, on a une volonté aussi de créer une équipe autonome qui prend ses décisions en fonction des agents qui agissent au bénéfice des entreprises. C'est une action de l'administration proactive. On a plutôt exclu dans notre périmètre d'action les acteurs étatiques qui font de l'inspection ou qui font du contrôle. On est uniquement avec des agents accompagnateurs au bénéfice des entreprises. Et ça, c'est aussi une valeur très forte parce qu'on sait très bien utiliser la donnée à des fins de contrôle ou de ciblage de l'action publique. Nous, on fait du ciblage, effectivement, mais du ciblage au bénéfice des entreprises. C'est vraiment ainsi qu'on porte le projet Signofep. Et notre collaboration avec Altares va dans ce sens aussi. Le troisième pilier, c'est qu'on agit, donc, comme je vous le disais, dans l'intérêt des entreprises. Et notre objectif au final, c'est de les impulser dans leur dynamique, de les soutenir dans leur croissance, dans leur transformation de marché, et ceci dans le plus strict secret des affaires. Alors, nos données, en grande partie, sont à caractère restreint, ne pourront pas être partagées. Les données dont dispose l'État ne peuvent être utilisées que dans un certain cadre, notamment tout ce qui est données financières et fiscales, qui sont confidentielles. Donc, on s'attache à bien respecter ces éléments-là. Et toute intervention de nos agents au bénéfice des entreprises reste dans le strict secret de la profession, hein, comme un secret médical. C'est assez important de bien le rappeler. Donc, notre projet, il est aujourd'hui partenarial. Donc, bien qu'on soit une start-up d'État, on a différents actionnaires, si on file la métaphore jusqu'au bout. Et nos actionnaires sont la Direction générale des entreprises à Bercy, notamment ce service à l'industrie. Nous avons les finances publiques qui nous apportent des données et aussi tout un réseau d'acteurs en proximité dans les territoires qui sont devenus conseillers départementaux à la sortie de crise et qui sont aussi là pour apporter des éclairages sur les différents dispositifs que le gouvernement a mis en place. Bien sûr, le ministère du Travail dispose depuis de longues dates de dispositifs très connus désormais comme l'activité partielle, mais aussi beaucoup plus forts comme les plans sociaux ou les ruptures conventionnelles. Donc, oui, ils font beaucoup d'accompagnement aussi des salariés. La Banque de France, bien évidemment, avec un dispositif phare qui est aussi la médiation du crédit. L'URSSAF, très connu aussi avec les finances publiques pour être en capacité de faire des reports de paiement ou des échéanciers de paiement
et de pouvoir aussi être dans une discussion avec les dirigeants pour comprendre la situation et apporter des plans adaptés à la situation d'entreprise. Et puis, on a le soutien méthodologique de la direction interministérielle du numérique, qui est là pour accompagner donc, cette dynamique des startups d'État, de l'innovation et du numérique dans l'État. Soutien méthodologique et de l'approche produit. On appartient à un incubateur de startups d'État. Ce partenariat, c'est celui d'aujourd'hui, mais lui-même, comme l'a donné, il a grandi, il s'est développé au fil de l'eau. Donc, on a commencé en Bourgogne-Franche-Comté avec l'URSSAF et la Banque de France en 2016 à peu près. En 2017-2018, on a eu le support méthodologique, donc ce qu'on appelle de Betagouv, l'incubateur des projets innovants de l'État. Donc Beta, c'est bien pour dire on teste, on assume que ce qu'on fait est peut-être fait. Il n'est pas parfait, mais c'est fait. Et on itère sur cette base-là. On est vraiment dans une démarche toujours bêta. On est loin d'être bêta maintenant. On est très consolidé. Mais sur certains aspects, on continue à vraiment appliquer cette méthode. Et puis, on a été aussi accéléré dans le cadre d'un programme qui s'appelle Entrepreneurs d'intérêt général, qui nous a permis de recruter dans notre équipe donc data scientists et développeurs venant du privé, ayant éprouvé aussi leurs compétences dans d'autres secteurs et mettant leur savoir-faire au service de l'État. Et c'est ainsi qu'on a constitué cette petite équipe, qu'on peut appeler la start-up d'État, qui a profondément grandi en 2019 avec un passage à l'échelle nationale. On est sorti de la Bourgogne et on a déployé notre dispositif au niveau national. Et puis à partir de 2020, on s'est trouvé un petit peu, comme nous tous, surchargés par la situation de confinement qui a posé beaucoup de questionnements aux entreprises. Et notre produit, notre proposition de valeur a elle-même évolué. Avant la crise Covid, ce qu'on cherchait à faire, c'était essentiellement montrer à nos agents publics les entreprises qui avaient des facteurs de risque avec des données. Après la crise Covid, on a plutôt cherché à donner à nos agents la capacité de prioriser leurs actions vers les entreprises les plus en difficulté, avec des données factuelles qui permettaient de le mettre en valeur, mais aussi de s'outiller pour suivre dans le temps les différentes sollicitations et les différentes entreprises ayant elles-mêmes levé la main pour disposer de l'aide. Donc, on a notamment reçu en notre sein les finances publiques, qui sont un acteur désormais très fort du partenariat. Et dans le cadre du plan de sortie de crise, donc en juin 2021, Signofaible a été identifié comme un outil commun à ces différentes administrations agissant auprès des entreprises. Donc, à travers notre produit numérique, on produit un commun, une culture commune, et on l'espère, on facilite les coordinations des différents acteurs vis-à-vis de l'entreprise. Bien sûr, c'est loin d'être parfait et entièrement fluide, mais c'est déjà des briques essentielles. Donc, ces 5 acteurs que j'ai cités travaillent autour du même outil, dans le même intérêt et dans les mêmes valeurs que j'ai énoncées ici. Donc, il était important pour moi de revenir un petit peu sur cette historique-là. Signofaible a été particulièrement connu, et le nom le porte aussi, en raison de l'algorithme qu'on a mis en place de croisement de données. Comme je disais, avec des données toutes simples au début, puis on est venu les enrichir. Et notre idée est de pouvoir faire du machine learning, donc apprendre sur nos échantillons de 2015 à aujourd'hui des trajectoires d'entreprises ayant fait faillite. Donc on confie ça à un modèle statistique entraîné, le machine learning, ça reste surtout de la statistique, mais disons augmentée. Et puis on imbrique ça avec une analyse plus experte, plus humaine, avec collaboration avec nos agents publics, qui nous signalent que ça ou ça ou ça, tel profil d'entreprise, l'État a une capacité à agir, a un intérêt stratégique, et donc on va tâcher de les mettre davantage en lumière dans notre modèle pour accompagner nos agents dans la prise en main de ces cas un peu stratégiques. Donc on s'est mélangé, disons, mélanger est peut-être un mot un peu fort, mais croiser des données financières, des données d'emploi, des données sur les cotisations sociales et les paiements d'imposition, avec des considérations de présence de cette entreprise dans un territoire d'industrie, par exemple, ou de cette présence d'entreprise dans un bassin d'emploi assez dynamique. Et ces éléments-là, sans toutefois être intégrés dans notre modèle, permettre à nos agents de faire des priorités d'action. L'outil Signofaible est vraiment pensé comme un outil de ciblage, d'aide à la décision. Il ne peut absolument pas remplacer une intervention humaine. Il n'est qu'une boussole, il n'est pas la carte. Et donc, je tâche toujours de rappeler que cette intelligence qu'on dit artificielle
est justement tout à fait artificielle et qu'elle n'est qu'un outil pour l'humain, donc les agents publics, au chevet des entreprises, pour objectiver la situation et être d'autant plus efficace dans la discussion avec le dirigeant et avec les salariés, et pouvoir mettre du temps humain et de la matière grise à trouver des solutions innovantes à des cas qui sont forcément singuliers. Une entreprise, c'est une histoire humaine, c'est une spécificité, c'est un contexte, c'est un collectif, ne peut jamais se résumer à travers les chiffres ou l'algorithme que nous, on a mis en place, qui donne un aspect, une photo de la situation, mais absolument pas le film et la dynamique. Donc justement, donner cette photo, ça permet peut-être aux agents de passer plus de temps à creuser ce sujet humain, comprendre la situation d'entreprise et à mobiliser des dispositifs existants ou, s'il n'en existe pas, remonter aussi au ministère les réels trous dans la raquette, les manques en termes de politique publique, en termes d'accompagnement des entreprises. Donc, on a un lien assez fort avec les directions, avec les cabinets, avec les ministres, pour faire remonter aussi les manques. C'est vraiment ainsi qu'a été pensé l'outil. Alors avant aussi d'aller un petit peu plus loin encore, je tiens toutefois à rappeler que dans cette action proactive à l'égard des entreprises, on a forcément fait le choix aussi de cibler, puisque l'État a aussi des moyens réduits et une capacité à agir plus forte sur certaines catégories d'entreprises. Donc nous, on a un périmètre d'études qui est sur les établissements supérieurs à 10 salariés. Et on a un prisme sur l'industrie en particulier, puisque je pense que vous êtes tous assez connaisseurs de ces éléments-là, mais un emploi industriel, c'est souvent 2 ou 3 emplois dans les services. Et un emploi industriel qui se supprime en France, ou du moins qui se transforme, se recrée dans d'autres parties du monde. Donc, on peut dire que la destruction créative est à l'échelle mondiale à peu près vérifiée, mais absolument pas sur un territoire métropolitain hexagonal. Donc, on cherche aussi à préserver ce tissu industriel, puisqu'il a un effet levier sur d'autres secteurs, et aussi sur l'aménagement du territoire, l'égalité aussi de traitement. Donc, c'est aussi ainsi qu'on a décidé de faire du ciblage, ce qui fait que dans notre analyse, dans notre produit, on regarde environ 2 millions d'établissements, donc des CIRES, et 500 000 entreprises. Donc, on est sur un périmètre qui n'est pas du tout l'exhaustivité des entreprises françaises. On a bien conscience que l'emploi est aussi concentré dans les PME, TPE, et voire auto-entrepreneurs. Et on a d'autres acteurs en France qui savent accompagner ces acteurs-là, notamment les CCI, les collectivités territoriales, tous ces acteurs de proximité, l'État intervenant plutôt sur l'industrie et sur les entreprises en difficulté. Pour en revenir, je pense, à votre question sur comment on intègre donc, les données de comportement de paiement, comme je vous le disais, nos données sont complémentaires. On a des données financières, des données d'emploi, des données sur les paiements de fiscalité. Et dans la crise Covid, on s'est retrouvé très en difficulté puisqu'une grande partie des entreprises mobilisaient l'activité partielle et mobilisaient, ayant droit, des échelonnements sociaux, de paiements sociaux et fiscaux de la même manière. Et puis les bilans ne retraduisent pas immédiatement la situation exceptionnelle, conjoncturelle qu'ils sont en train de vivre. Donc on se retrouvait avec une difficulté à capter des nouveaux signaux. Donc, on a mis en place une forme de stratégie de diversification de nos signaux et on trouvait que les comportements de paiement, la fraîcheur de vos données, la qualité de celles-ci, bien que le périmètre ne soit pas absolument couvert, aucune donnée n'est absolument parfaite. Ça serait faux, ne croyez pas les personnes qui vous disent ça. Mais cette donnée-là avait une capacité à nous montrer des tensions de trésorerie en avance de phase et plus faibles que ce que nous avions dans nos données. Donc, ça a apporté une réelle complémentarité dans nos analyses. Et on sait donc utiliser ces données PEDEX de 2 manières différentes. La première, c'est celle d'intégrer ces données-là comme variable d'entrée dans notre modèle. Donc, c'est une des variables, comme celle de l'activité partielle, de la dette URSSAF et des données financières, sur lesquelles notre modèle apprend à reconnaître des signaux et des tendances et vient prédire un risque sur la base de cet apprentissage. Et on l'intègre aussi dans notre produit en visualisation. Donc, juste data vise, mais qui permet à nos agents de se dire « Oh,
la courbe du paiement semble se rallonger. Ça sent pas bon, quand bien même notre algorithme n'aurait pas vu d'autres facteurs alarmants, donc ne l'aurait pas signalé. Ça permet ainsi quand même d'objectiver des situations sur lesquelles notre algorithme n'avait peut-être rien vu, mais comme je vous le disais, la donnée et notre algorithme sont bêtes et méchantes et ne traduisent pas la diversité de la situation. Mais ça permet à minima de donner un facteur d'alerte. Donc ces deux aspects-là sont très forts dans l'usage de notre produit et très appréciés de nos différentes catégories d'utilisateurs. Donc ça, c'est un des grands enseignements de Sinofeb, créer un commun. Ça a été très apprécié de ces agents publics qui sont dans différentes administrations. Créer un commun où ils peuvent accéder aux mêmes données, des données qui appartiennent à l'administration, des données qui sont en open data, des données qui sont privées, et qu'ils aient de la data visualisation de ces données-là à travers notre produit commun. C'est aussi très valorisé et un résultat sur lequel on est très fiers. Par ailleurs, l'adhésion autour du projet Sinofeb, donc un des premiers résultats fortement valorisés, c'est cette régénérescence de sens qu'on produit à travers Sinofeb. On remet nos agents publics en capacité d'agir de manière proactive et préventive vers les entreprises en difficulté. Donc c'est même le sens du service public qui retrouve à travers un produit comme celui-ci. Et bien le sens du service public, et donc on sait mélanger des données privées et des données publiques, on sait aussi agir en bonne intelligence. Les agents publics qui utilisent Sinofeb agissent de concert dans le traitement, dans l'intervention, dans la mobilisation d'outils avec des collectivités territoriales, métropoles, départements, acteurs privés, fonds d'investissement et autres acteurs qui spécialistes en fait du chiffre et des professions libérales des entreprises en difficulté. Donc c'est bien une dynamique partenariale qui est proposée et Sinofeb n'est qu'un prétexte peut-être à l'impulsion et la dynamique partenariale qui existe autour des entreprises en difficulté. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire, mais je pense que Gilles a d'autres questions à mon égard. J'ai pris beaucoup de temps de parole. Franchement, il y a eu énormément de choses et grand merci parce que ça nous donne effectivement cette vision de cette ambition. Je parlais d'ambition au niveau de Sinofeb. Il y a effectivement une ambition énorme autour de ça, des moyens et une logique. Alors, moi, là où je suis effectivement assez fier, c'est bien sûr cet accompagnement par rapport à cette ambition de lutte contre le chômage et le développement économique et la réindustrialisation des différents territoires. Ce sont des choses qui sont effectivement assez importantes. Mais je vois aussi beaucoup de cohésion, cohérence dans la manière dont on peut travailler effectivement ensemble sur la culture de la data. Vous me disiez tout à l'heure, cette recherche de sens au niveau de la data, pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le fait de focuser une équipe sur un objectif, c'est aussi quelque chose qui me parle beaucoup. Et j'ai pris beaucoup de notes, donc je vais avoir du mal à m'y retrouver tellement il y a des choses extrêmement intéressantes et fondateurs. Ce que j'ai trouvé très intéressant également, c'était un peu votre conclusion sur cette partie-là, c'est le sens du service public qui est donné par cette action qui finalement est la digitalisation, la data science, l'usage des nouvelles technologies et cette culture finalement du changement que vous pouvez effectivement impulser également. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est effectivement l'algorithme aujourd'hui existe, quels sont les premiers résultats et comment vous voyez le développement, le déploiement. Vous avez parlé de plusieurs agents, donc je pense qu'il y a effectivement cette logique aujourd'hui de communication auprès des différents services de l'État. Je pense que ça doit être un des axes, il doit y en avoir d'autres. Donc, Et ça permet aussi de répondre à travers votre question, Gilles, à 2-3 questions qui sont arrivées sur le chat, à savoir quelles sont notre typologie de partenaires et qui sont nos agents ayant droit d'accéder à Sinofeb et donc à ces données-là. Et la troisième question qui a émergé, quelle application sur le terrain? Donc, ça me permet de répondre à ces 3 éléments. Alors, la typologie des partenaires du projet sont étatiques. Aujourd'hui, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est l'État. Et c'est uniquement des agents qui agissent au bénéfice des entreprises en difficulté au sein de l'État. Donc des agents du ministère de l'économie, dont la direction générale des entreprises qui est plutôt là en accompagnement de l'industrie, les finances publiques qui sont plutôt des créanciers et qui peuvent aussi définir avec vous des échéances de paiement, de même pour l'URSSAF, la Banque de France
et le ministère du Travail. Donc ces acteurs-là disposent de services déconcentrés dans chacun des territoires régionaux et départementaux. Et ce sont ces agents-là qui ont droit d'accès à Sinofeb. Donc je suis en capacité de tracer nominativement qui accède à ces données. Puisque ces données et les signalements qu'on produit sont particulièrement sensibles, sont confidentiels, et il s'agit qu'ils soient absolument bien interprétés, bien compris et utilisés au bénéfice des entreprises. Il y a un fort risque qu'une fuite ou qu'une mauvaise interprétation, un mauvais usage de telles données soit par des effets de boule de neige dévastateurs pour l'entreprise elle-même et pour l'image aussi de l'État. Donc on est très vigilant à ça et ce sont uniquement des agents État qui ont cette mission-là, qui peuvent accéder à Sinofeb. C'était le premier élément. Ensuite, parmi ces agents que j'ai nommés de manière relativement vague, on a un acteur, une force d'intervention. Si on utilise la métaphore un petit peu de l'armée ou du moins aussi médicale. Donc, un utilisateur phare qui est le commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés d'entreprise. Son petit acronyme, c'est CRP. Donc, le commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés d'entreprise est présent dans chaque région, en proximité du préfet, de région ou de département, avec un lien assez fort, enfin, très fort, je le confirme, avec les cabinets des ministres en charge de l'économie et du travail, qui peuvent avoir leur mot à dire et puis la capacité, l'innovation à trouver des solutions pour sauver certaines entreprises. Donc, ces CRP-là accompagnent chaque année entre 2000 et 4500 entreprises, avec comme cible prioritaire les effectifs supérieurs à 50 salariés, c'est la cible, et avec le prisme industriel. Bien évidemment, dans la réalité, ils accompagnent parfois des entreprises qui ont 3, 4, 5 salariés, 10 salariés, mais qui ont un caractère stratégique pour toute la chaîne industrielle ou qui, sur ce territoire-là, sont considérés comme stratégiques en raison du caractère peut-être relativement rural ou la faible densité de ce territoire. Donc, c'est entre 2000 et 4500 entreprises, principalement des PME industrielles, qui sont le cœur de notre tissu économique. Vous pouvez regarder notre rapport d'activité 2021. 65% des entreprises accompagnées sont des PME et 63% des entreprises accompagnées issues de l'industrie manufacturière. Voilà, c'est bien ce que je vous disais sur le ciblage. Cette force d'intervention, elle existe depuis 2018, donc elle a été créée au moment de la précédente, une autre crise, maintenant on va parler de crise au pluriel, mais une autre crise. Donc on a fêté, pour tout vous dire hier, les 10 ans de ce réseau de CRP. Ils ont une capacité à mobiliser des acteurs privés et étatiques, à faire appel aux politiques et aux ministres sur des sujets de tension. Ils sont en capacité de faire levier sur les autres acteurs privés et publics territoriaux et à agir aussi, puisqu'ils disposent depuis la crise Covid de capacités aussi d'intervention financière auprès des entreprises en tant que prêteurs en dernier ressort, si des situations sont compliquées vis-à-vis des banques. Donc on peut agir aussi avec des outils. L'action des CRP permet aussi de cibler des crises un petit peu conjoncturelles. Donc aujourd'hui, ils accompagnent notamment les entreprises industrielles dans la renégociation de contrats énergétiques. Dans le cadre de l'embargo vis-à-vis de la Russie, ils ont aussi passé beaucoup de temps à accompagner des entreprises qui voyaient leur situation économique très affectée par ces éléments-là. Donc, on les considère vraiment comme des forces d'intervention. Ils n'agissent jamais seuls. Ils le font forcément, comme je le disais, avec l'URSSAF, les finances publiques, la Banque de France, le ministère du Travail et tous les acteurs locaux, privés et publics. Donc ça, c'est mon utilisateur, disons, de signaux faibles prioritaire. Voici donc les types d'interventions concrètes sur lesquelles ils peuvent agir. Donc, j'espère que je réponds aux questions qui nous ont été il y en a quelques-unes qui arrivent après, mais après, effectivement, on pourrait peut-être y répondre effectivement là, à la fin. Pas de souci là-dessus. Je vois sur les DINOM, peut-être, puisqu'on n'est pas très loin, est-ce qu'elles sont disponibles au niveau de la direction, enfin la DINOM? Alors, certaines données sources, notamment les données financières publiques, sont disponibles en open data. Et tout retraitement qu'on fait pourrait être déposé sur l'open data aussi et réutilisé. Toutefois, les données, tant sur les cotisations sociales que sur la fiscalité,
sont particulièrement sensibles, confidentielles, sûr. et ne peuvent être exploitées qu'au sein de l'État par des agents dûment habilités, et voilà, au bénéfice de l'entreprise uniquement. Donc ce ne sont pas des données qu'on peut réexposer en open data ou fournir à des acteurs autres que ces agents-là nominativement désignés. Non, mais le traitement de la donnée, effectivement. Toutefois, ça me permet d'apporter une précision que j'ai peut-être omise, c'est que toutefois, comme je le fais ici, nos travaux sont transparents, sont documentés, sont publics. Donc l'ensemble de notre code, l'ensemble des choix méthodologiques pour la construction de notre algorithme, l'ensemble des logiciels et des briques, disons logiciels, qu'on réutilise dans le projet Signaux Faibles sont également documentés en open data. Donc tout est sur notre GitHub, Signaux Faibles, et donc peut inspirer d'autres data scientists, d'autres développeurs. Voilà, tout ce qu'on a, toute la matière grise qu'on a mis sur le projet Signaux Faibles est documentée et sert au commun. Voilà, ça, on y est vraiment très attentif. On a des obligations de transparence des algorithmes publics. On y est très attaché, de documentation de l'ensemble de ce qu'on fait. Une autre valeur forte, c'est de pouvoir, dans notre produit numérique, toujours en garder la maîtrise. Donc, on a une équipe internalisée qui développe. Donc, on est souverain dans le produit numérique que nous proposons, hébergé sur nos serveurs. Et toutefois, on ne veut pas reconstruire et réinventer la roue. Tous les briques logicielles et les produits numériques existants en open data, en open source, donc en logiciel libre, nous les approprions, nous les rebricolons pour notre usage, on les imbrique et on les rend interopérables. Et tout ce qu'on fait pour rendre interopérables différents outils sont documentés publiquement. Donc, côté d'Inum, on fait régulièrement des retours d'expérience aussi, des usages qu'on a faits pour inspirer d'autres startups d'État, ou d'autres startups tout court, ou d'autres grands groupes. Tout ça est documenté, c'est notre obligation de service public. C'est super. Ok, vraiment très intéressant. Je vais peut-être, parce que je vois il y a pas mal de questions et le temps nous est compté, je vais peut-être finir effectivement sur la partie présentation et puis on reviendra peut-être sur quelques questions. Je voulais juste dire effectivement que le travail qu'a réalisé Altares dans l'accompagnement Signaux Faibles était basé sur de la gestion de projet. Donc on a mis nos équipes et notre expertise gestion de projet, bien évidemment, pour pouvoir s'adapter à vos ambitions et à la manière, effectivement, d'avancer. Mais cette gestion de projet, pour qu'elle soit effectivement pertinente, efficiente, j'allais dire, doit être faite sur des domaines d'expertise. Et j'ai qualifié 4 dimensions d'expertise qui nous semblait effectivement important. Et vous l'avez repris plusieurs fois, cette expertise data, c'est quelque chose effectivement extrêmement important. On a eu, je sais, beaucoup d'échanges sur cette partie-là, sur la qualité, la présence, la disponibilité, tous les critères que ce que nous on appelle DQM, Data Quality Management de la data, c'était un point effectivement important. L'expertise technique aussi. Vous avez parlé de confidentialité d'un certain nombre d'informations. On est aussi lié, nous, à beaucoup de critères de confidentialité, de sécurisation dans les transferts de données. Donc, on est extrêmement vigilant et donc, nos équipes ont aussi beaucoup échangé sur cette partie expertise technique, connaissance métier. Alors, c'est vrai qu'effectivement, on a de nature forcément l'expertise généralement credit management, mais tout ce qui est intégration dans les scores, le machine learning ou autre, effectivement, on a là également eu beaucoup d'échanges entre nous. Et puis, on peut parler d'open source, où on peut parler effectivement logiciel, l'intégration dans les outils. Tout ça, effectivement, ce sont des domaines d'expertise qui sont extrêmement importants, qui ont fait aussi le succès de cette collaboration, parce qu'on a pu gérer l'expertise, l'innovation Signaux Faibles, au vu de notre propre expertise, data, technique, logiciel. On va, si vous voulez bien, effectivement, répondre à quelques questions avant de clôturer dans 2-3 minutes. Elodie, vous avez peut-être vu une question en particulier. Alors, je vois la dernière qui me saute aux yeux. Donc, comment consulter ou obtenir la documentation publique? Je ferai passer les liens sans aucun sujet. C'est un forum qui s'appelle GitHub. Donc, tout codeur doit connaître. On documente l'ensemble de notre code sur ce GitHub. Donc, je vous renvoyais ça. Je n'ai pas la main là sur l'ordinateur pour le faire en direct. Deuxième question, est-ce qu'une remarque de Dominique au Conseil régional de Normandie,
avec qui on a déjà eu des échanges sur Signofem, donc je suis ravie de la savoir présente, et qui donc confirme que les CRP travaillent bien de concert avec les acteurs locaux, notamment les conseils régionaux, pour trouver des solutions. Et les conseils régionaux disposent d'un certain nombre d'outils de financement, d'accompagnement. Et elle nous pose la question, donc, est-ce qu'il est dans les perspectives de Signofem d'ouvrir le produit aux collectivités territoriales? À ce jour, je ne peux pas vous dire et m'engager sur quoi que ce soit. Il est sûr qu'on veut intensifier pour 2023 notre capacité collective à agir vis-à-vis des entreprises en difficulté et puis bien mesurer l'efficacité de nos actions à l'égard de ces entreprises-là. Donc, la stratégie de Signofem est vraiment continuer à enrichir les données, diversifier les données que nous disposons pour mieux cibler, agir, mais aussi faire corps, faire commun entre ces différentes administrations étatiques qui collaborent, s'assurer que cette communauté-là a les mêmes valeurs et agit de manière efficace à l'égard des entreprises. Et dans un second temps, une fois que cette collaboration État est très solide et que la culture de travail est partagée, on pourrait diversifier bien évidemment nos collaborations avec d'autres acteurs du service public, type collectivité régionale ou autres. C'est dans nos perspectives, mais voilà, je ne peux pas vous donner de calendrier ou d'éléments précis. Sachez que dans tout cas, notre objectif, c'est d'accompagner les entreprises en difficulté. Et pour ça, il y a plein de manières différentes de le faire, le numérique, la data, mais aussi l'intervention concrète sur les territoires. Surtout, d'ailleurs. Je comprends. Je voyais une question sur, je vais peut-être me permettre effectivement une réponse, enfin une question par rapport au plus 10, moins 10, pourquoi le choix plus 10. Nous, effectivement, en termes d'analystes sur la solvabilité des entreprises, on est obligé d'appliquer différents modèles de cartes de score et la taille d'entreprise influe beaucoup sur le choix des différents modèles de cartes de score parce qu'effectivement, on ne peut pas analyser, on n'a pas la même data, on n'analyse pas de la même manière, il n'y a pas la même sensibilité sur un certain nombre d'informations. Donc, on est effectivement obligé d'avoir parfois des modèles de score assez différents en fonction de la taille de l'entreprise. Puis la deuxième contrainte, je pense aussi, c'est la capacité d'intervention parce que lorsqu'effectivement on s'adresse à une population de plus de 10 salariés, on a une certaine volumétrie, dès qu'on est en dessous, on est très vite. Vous savez qu'en France, on est peut-être un peu faible en termes de volume ETI, on est par contre très très nombreux à constater beaucoup d'entreprises, affaires personnelles ou en tout cas de moins de 10 salariés. Donc c'est vraiment parfois effectivement des choix technologiques qui peuvent être différents et qui peuvent expliquer effectivement pourquoi ce modèle plus 10, moins 10. Est-ce que vous avez un petit complément, Élodie, éventuellement, sous forme de synthèse, de conclusion? Je vois que certains me disent qu'on est passionnant, donc c'est réjouissant, merci. Ce que je voulais vous dire, c'est peut-être revenir à la question première que vous m'aviez posée, à savoir qu'est-ce que l'intrapreneuriat. J'espère pouvoir l'avoir démontré ici. L'intrapreneuriat public, c'est essayer de régler un problème ancien, agir les entreprises, auprès des entreprises, en trouvant des solutions nouvelles. Le numérique, la data, des collaborations innovantes. J'espère vous avoir montré aussi que beaucoup d'agents publics au sein de l'État, dans le cadre de la crise Covid, ont retrouvé un sens et une flamme qui veulent alimenter et pousser la transformation aussi de l'action publique dans toujours une réflexion client, et d'avoir cette dimension, on rend le service aux entreprises de la meilleure qualité possible et en s'inspirant de ce qui se fait très bien ailleurs aussi dans le privé, dans les startups et ailleurs. Donc, ça serait un petit peu mon mot de la fin. Prévenir pour mieux guérir, c'est aussi un travail du quotidien de chacun. Et je pense que dans ce webinaire, certains sont eux-mêmes chefs d'entreprise, dirigeants, conseillers. Et vous avez particulièrement votre rôle à jouer pour éviter des situations qui se dégradent. Et agir de manière précoce, c'est toute votre responsabilité. Et je pense que vous savez déjà très bien le faire. On peut aussi être fier, je tenais à redire aussi des choses qui ont été dites récemment au sein du ministère de l'économie, sur le fait qu'en France, on a des procédures collectives finalement assez réduites, en nombre en tout cas assez réduites, des procédures de prévention au sein des tribunaux, donc tout ce qui est procédures amiables, mandat ad hoc, etc., qui sont très efficaces et donc qui témoignent bien
du fait que quand on agit de manière précoce et en anticipation, on a beaucoup plus de chances de sortir la tête haute de ces situations, voire même renforcer, parce qu'aucun échec n'est immuable, aucune faillite n'est de toute façon toujours un échec. On apprend de ces échecs et c'est souvent ainsi qu'on trouve d'ailleurs le bon business model. Et voilà, faut aussi, c'est aussi très sain dans un marché d'échouer puis de rebondir. Donc, je comprends. Évitons évitons d'en faire trop une crainte et justement discutons le plus en amont possible pour éviter que ces situations-là soient trop douloureuses. D'un point de vue personnel, effectivement, c'est un point qui me touche assez fort. D'un point de vue professionnel, je pense pouvoir dire que Altares est très fier de vous accompagner sur ces sujets. On est tous ravis de pouvoir aider dans cette mission très noble que vous vous êtes définie. On continuera à mettre tout en œuvre, bien évidemment. Pour ceux qui n'ont pas pu assister comme ils le souhaitaient, complètement ou autre, bien évidemment, vous aurez effectivement accès au replay et on partagera les questions avec Élodie pour celles auxquelles malheureusement on n'aurait pas eu le temps de répondre. En tout cas, encore un grand merci pour votre présence, votre temps, votre disponibilité, parce que je sais qu'on est effectivement très chargés tous, donc c'était vraiment un grand moment pour moi à titre personnel et pour Altares d'un point de vue professionnel. Grand merci et à très bientôt. Merci Élodie. Merci à tous pour votre écoute également, et votre confiance. Au revoir. Au revoir. Bon, bah, très bien. J'ai repéré une question à propos de l'accès aux données par des chercheurs.